La scène se passe dans un centre de formation pluridisciplinaire pour étudiants. Wilfried Thomas est un professeur d'histoire. Il est en rendez-vous avec Hermione, une étudiante. Bonjour Hermione. Bonjour Monsieur Thomas. Comment vas-tu? Très bien. Cette école te plaît? Oui, et j'aimerais être actrice. Tu aimes le théâtre, n'est-ce pas? Oui, c'est ma matière préférée après la vôtre. Peux-tu m'expliquer ton projet? Je travaille actuellement sur Walter Benjamin. J'aimerais être Walter Benjamin au théâtre. L'idée, c'est que j'ai une mallette, que je sois derrière et que je crée mon désespoir. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Oui, mais j'ai besoin de vous. J'ai lu un passage et je l'ai très mal compris. Lequel? La thèse numéro 7 sur le concept d'histoire. Ah oui, il y a deux conceptions dans cette thèse. Certaines personnes pensent que l'histoire est causée par les événements économiques. C'est ce qu'on appelle le matérialisme historique, et pour lequel la culture peut être un témoignage de barbarie. D'autres pensent au contraire que l'histoire de l'humanité doit se découper en événements. Tu as compris? Oui, un peu. Oui ou non? Disons oui. Bien. Pour comprendre précisément la thèse numéro 7, commençons par rappeler ce qu'est le matérialisme historique. C'est la conception numéro 1. On y va? Oui. Le matérialisme historique est une philosophie marxiste. À l'intérieur de celle-ci, l'histoire dépend des événements économiques, politiques et sociaux. D'autre part, cette philosophie induit la lutte des classes. Tu as le livre en question sur Walter Benjamin? Oui. Sors-le, s'il te plaît. Toutes les réponses sont dans la thèse. Peux-tu lire? Entendu. Aux historiens désireux de pénétrer au corps même d'une époque révolue, Fustel de Coulanges recommanda un jour de faire semblant de ne rien savoir de tout ce qui serait passé après elle. C'est là, très exactement, la méthode qui se trouve à l'opposé du matérialisme historique. Stop! Je parlais à l'instant de deux conceptions. Leur opposition commence dans ces deux premières phrases. Qui est Fustel de Coulanges? Un historien. Continue. Oui. Elle équivaut à une identification affective avec une époque donnée. Elle a comme origine la paresse d'un cœur renonçant à capter l'image authentique du passé, image fugitive et passant comme un éclair. Cette paresse du cœur a longuement retenu les théologiens du Moyen-Âge qui, la traitant sous le nom d'Acélia, comme un des 7 péchés capitaux, y reconnurent le fin fond de la tristesse mortelle. Flaubert semble bien l'avoir éprouvé. Lui qui devait écrire, peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carthage.
Cette tristesse nous cédera peut-être son secret à la lumière de la question suivante. Qui est-ce, en fin de compte, à qui devront s'identifier les maîtres de l'historisme? La réponse sera inéluctablement le vainqueur. Or, ceux qui, à un moment donné, détiennent le pouvoir sont les héritiers de tous ceux qui jamais, quoi que ce soit, ont cueilli la victoire. Stop. Quelle est l'idée principale de ce passage? Walter Benjamin parle du vainqueur? Oui. J'ai l'impression qu'il y a les vainqueurs et les perdants. J'ai la sensation que les vainqueurs sont plus importants que les perdants. C'est ça. Continue. D'accord. L'historien, s'identifiant au vainqueur, servira donc irrémédiablement les détenteurs du pouvoir actuel. Voilà qui en dira assez à l'historien matérialiste. Quiconque, jusqu'à ce jour, aura remporté la victoire fera partie du grand cortège triomphal qui passe au-dessus de ceux qui jonchent le sol. Le boudin, exposé comme juste dans ce cortège, a le nom d'héritage culturel de l'humanité. Cet héritage trouvera en la personne de l'historien matérialiste un expert quelque peu distant. Stop. La seconde conception est là. Lorsque Walter Benjamin parle de culture, il parle de la culture du vainqueur. Cette culture s'oppose au matérialisme historique. Peux-tu finir, s'il te plaît? Oui. Lui, en songeant à la provenance de cet héritage, ne pourra pas se défendre d'un frisson. Car tout cela est dû non seulement au labeur des génies et des grands chercheurs, mais aussi au servage obscur de leurs congénères. Tout cela ne témoigne pas de la culture sans témoigner en même temps de la barbarie. Cette barbarie est même décelée jusque dans la façon dont, au cours des âges, cet héritage devait tomber des mains d'un vainqueur entre celles d'un autre. L'historien matérialiste sera donc plutôt porté à s'en détacher. Il est tenu de brosser à contresens le poil trop luisant de l'histoire. Bien. Cette culture du vainqueur est aussi la culture de la barbarie. C'est pourquoi il y a une histoire officielle. La question la plus importante de cette thèse est qui fait partie de l'histoire finalement? Beaucoup de gens se sentent exclus de cette histoire officielle aujourd'hui. Dans cette histoire officielle, il y a les leaders et les oppressés. Les leaders sont les gagnants et les oppressés sont les perdants. Merci pour tout. J'y vais maintenant. Déjà, j'aimerais savoir un peu plus pourquoi tu t'es intéressé à cette thèse. Pour moi, Walter Benjamin haït son passé, son présent et son futur. Comment ça? Walter Benjamin aurait voulu être un héros, qui sauve le grand passé, le grand présent et le grand futur. Mais il s'est suicidé à Portbou. Sa mallette, avec sa thèse sur l'histoire, était à Portbou. Sa vie était triste. Il est mort en 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale. Walter Benjamin était forcément pris au piège. Mademoiselle Schweitzer, faites attention. Votre vision de Walter Benjamin est possible, mais vous avez tout sauf la vérité. C'est compliqué d'avoir une pensée objective et subjective à la fois. Il faut en rester aux faits. Même si la pensée objective a son importance, c'est l'interprétation qui est intéressante, et Nolwenn, ma prof de théâtre, partage cette idée. Ce que vous dites est faux. Monsieur Thomas, je suis sûre et certaine de moi.
Mademoiselle Schweitzer, je vous le répète, ce que vous dites est inexact. Écoute, Wilfried, fais-moi confiance. C'est la bonne voie, j'en suis convaincu. Merci pour tout.